Son ex-mari n'était qu'un simple agent de sécurité dans son entreprise. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Jusqu'au jour où un dossier oublié sur son bureau a tout fait basculer. Trahison, mensonge, complot. Clara n'était pas prête pour la vérité. Mais vous, êtes-vous prêt à la découvrir? Si vous aimez les histoires fortes comme celle-ci, abonnez-vous maintenant à la chaîne Moral History. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça vous coûte rien, mais ça nous fait énormément de bien. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? On adore voir d'où vous nous suivez. Clara Belen, 34 ans, marchait chaque matin d'un pas calme mais calculé dans les couloirs vitrés de Télémark, l'une des plus puissantes entreprises de télécommunications d'Europe. Blonde cendrée, silhouette élégante, costume beige parfaitement ajusté, elle incarnait l'efficacité et le contrôle. Responsable du marketing stratégique, elle jonglait avec les campagnes et les réunions sans jamais laisser transparaître la moindre émotion. Mais derrière ce masque professionnel se cachait une femme brisée. Il y a 8 mois, son mariage avec Léonard Varn, l'agent de sécurité de l'immeuble, s'était effondré brutalement. Officiellement, ils avaient dérivé. Officieusement, Clara avait surpris Léonard en pleine conversation suspecte dans les sous-sols du bâtiment, à des heures où aucun agent ne devrait patrouiller. Il avait nié, elle avait douté et quitté. Aujourd'hui, ils se croisaient parfois. Regard froid, politesse vide, rien d'anormal, rien de trop visible, comme si leur passé commun n'était qu'un fantôme glissé entre deux ascenseurs. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Un dossier bleu, étiqueté « confidentiel », traînait sur son bureau. Non identifié, non adressé, mais posé bien en vue, comme un défi silencieux. Et Clara, malgré elle, tendit la main. Le dossier bleu pesait plus lourd que le marbre de son bureau. Clara l'ouvrit, à contre-cœur, poussée par une intuition mêlée de peur et de curiosité. À l'intérieur, des relevés de virements suspects, des transferts offshore, des pseudonymes associés à des comptes en Estonie, et un nom qu'elle ne s'attendait pas à revoir. Léonard Varn. Son cœur se serra. Était-ce une coïncidence? Une tentative de manipulation? Elle relut, ligne après ligne. Et une image s'imposa, Léonard, tard dans les couloirs sombres, parlant à voix basse, disparaissant dans les zones techniques. Ce qu'elle croyait être une infidélité, et si c'était pire, Clara referma brutalement le dossier. Elle était cadre, pas enquêtrice. Se mêler de ça pouvait lui coûter son poste. Sa réputation, peut-être plus. Et si c'était un piège, elle plaça le dossier dans un tiroir verrouillé. Mais le lendemain matin, une enveloppe brune attendait dans sa boîte personnelle. Chez elle, une simple feuille, imprimée en majuscules. Vous n'êtes pas la seule à chercher. Continuez. Aucune signature. Aucun logo. Seulement cette phrase. Et une copie de l'un des virements qu'elle avait vus dans le dossier. Quelqu'un surveillait. Quelqu'un savait. Clara regarda par la fenêtre. Le brouillard couvrait la ville comme un secret. Et pour la première fois, elle sentit que sa vie venait de basculer. Clara passa la journée dans une tension électrique. Comme si chaque pas dans les couloirs de Télémark réveillait une alarme muette. Le dossier bleu restait caché dans son tiroir, verrouillé sous clé. Et pourtant, il pesait sur ses épaules comme un fardeau qu'elle n'avait pas demandé à porter. Elle tenta de se convaincre que ce n'était pas son problème. Je suis chef de projet, pas espionne. Ce n'est pas à moi de nettoyer cette pourriture. Léonard n'est plus rien pour moi. Mais plus elle répétait ces phrases, moins elle y croyait. En début de soirée, elle voulut jeter l'enveloppe anonyme. Mais au lieu de ça, elle la relut encore et encore. Les mots gravés dans son esprit comme un appel silencieux à l'action. Vous n'êtes pas la seule à chercher. Continuez. Elle tenta d'en parler à son amie et collègue Sophie Leclerc. Mais au moment de prononcer les mots, quelque chose la retint. Une intuition, un frisson. Peut-être que Sophie faisait partie du problème. Clara se dit alors que la meilleure solution était de tout oublier. Rendre le dossier à la sécurité. Anonymement. Oublier Léonard. Oublier ce frisson de vérité. Mais ce soir-là, en sortant du parking souterrain, elle vit une silhouette dans son rétroviseur. Immobile. Elle reconnut la démarche. Léonard. Ils échangèrent un regard. Froid. Intense. Inconfortable. Et elle comprit. Ce ne serait pas si simple de tourner la page. Clara ne dormit pas cette nuit-là. Les ombres de Léonard, du dossier, de cette lettre anonyme, se mélangeaient dans un cauchemar éveillé. À 4 heures du matin, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 5 ans. Elle composa un numéro oublié, celui de Milo Ventan, ancien collègue, aujourd'hui détective privé à son compte.
Dans une autre vie, il avait été chef de la sécurité à Télémark. Il avait tout quitté après un scandale dont on ne parlait qu'à demi-mot. Milo accepta de la rencontrer, dans un petit café discret en périphérie de Lyon. Il avait vieilli, barbe poivre et sel. Regard vif mais fatigué, le genre d'homme qui sait plus de choses qu'il ne devrait. Clara lui tendit une copie des documents. Il les parcourut en silence. Puis il releva les yeux. « Tu n'aurais jamais dû voir ça, Clara. Trop tard. Léonard est impliqué? Pas comme tu le crois. » Milo lui expliqua que depuis 2 ans, une cellule anticorruption européenne surveillait Télémark. Léonard n'était pas une victime, ni un traître. Il était infiltré, agent dormant. Son rôle, gagner la confiance du personnel de sécurité pour remonter jusqu'au sommet. Mais quelque chose avait mal tourné. « Et maintenant ?» demanda Clara. « Maintenant, tu dois choisir. Oublier ou m'aider. » Clara comprit qu'elle avait mis le pied dans un engrenage et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Le choix n'était plus une question de morale. C'était une question de survie. 2 jours après leur rencontre, Milo transmit à Clara un petit dispositif presque anodin. Une montre connectée modifiée, équipée d'un micro et d'un enregistreur crypté. Elle devait se rendre au 7e étage, dans les bureaux réservés au directeur, et obtenir des preuves de conversation suspecte. Clara n'était pas faite pour ça. Mais elle l'a fait, profitant d'une réunion où elle avait été invitée pour présenter une campagne. Elle laissa discrètement la montre posée sur un présentoir en bois, au centre de la salle. Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine les voix autour d'elle. Pendant les heures qui suivirent, elle sentit que l'air changeait. Certains regards étaient plus lourds, comme si son nom circulait dans des sphères où il ne devrait pas. Le soir, Milo analysa l'enregistrement, et ce qu'ils découvrirent figea Clara. Des noms, des montants, des menaces, et une phrase nette, glaciale, prononcée par Edgar Luthier, le directeur financier. « Si Varne parle, il est mort. » Et la fille aussi. Clara sentit ses jambes faiblir. Elle avait franchi la ligne. Désormais, elle était dans leur monde, et elle n'en sortirait pas indemne. Les jours suivants, Clara entra dans une spirale où le danger devenait une routine. Elle découvrit que son badge d'accès avait été restreint. Son ordinateur, soudainement en maintenance, fut remplacé. Sophie, son amie de toujours, devint distante. Trop distante. Clara comprit que ses moindres mouvements étaient désormais surveillés. Milo, fidèle dans l'ombre, devint son seul appui. Grâce à ses contacts, il intercepta des messages internes codés. Plusieurs impliquaient une opération visant à neutraliser les fuites. Clara comprit alors que la fuite, c'était elle. Mais une surprise l'attendait, un allié inattendu. Victor Helman, responsable technique, discret et solitaire, l'aborda un matin dans l'ascenseur. Sans préambule, il lui glissa. « Si tu veux faire tomber Edgar, je peux t'aider. Mais il faudra aller au bout. » Clara hésita, puis accepta. Avec Victor, elle accéda aux enregistrements des caméras internes. Elle y vit Léonard, plusieurs mois plus tôt, dans des réunions secrètes avec Edgar. Et Milo. Les images étaient claires, accablantes. Trahison, mise en scène, tout devenait flou. Clara, déchirée, affrontait désormais l'inconnu, sans savoir qui était son véritable ennemi. Et chaque pas la rapprochait de la vérité ou du piège final. Un matin, alors qu'elle arrivait au bureau, 2 hommes en costume l'attendaient à l'accueil. Badge officiel, regard froid. Clara fut arrêtée pour vol et diffusion de données confidentielles. Dans le hall, les regards étaient fuyants. Même Sophie détourna les yeux. La descente aux enfers fut brutale, interrogatoire. Fouille de son domicile, saisie de ses appareils. On lui montra des extraits d'enregistrements trafiqués, des transferts bancaires à son nom, montés de toutes pièces. Quelqu'un voulait l'écraser. Et ce quelqu'un avait les moyens. Mais dans sa cellule provisoire, une surprise, une Bible glissée sur la table. À l'intérieur, un petit papier, plié 3 fois. Un code, un nom, une adresse. Léonard. Il lui disait de s'échapper, de venir à lui. Avec l'aide d'un avocat commis d'office, maître Éline Varlet. Jeune mais redoutablement habile, Clara obtint une libération provisoire. Les preuves étaient faibles, trop propres pour être vraies. À la sortie du tribunal, elle croisa le regard de Milo, de l'autre côté de la rue. Il ne bougea pas. Clara comprit alors, elle ne pouvait plus faire confiance à personne, à l'exception peut-être de l'homme qu'elle avait aimé, et qu'elle avait quitté. Léonard. Clara se rendit à l'adresse laissée par Léonard. Un vieux chalet en pierre, isolé dans le massif du Vercors.
Le froid mordait, mais elle savait qu'elle n'était plus là pour son confort. Léonard était là, blessé au flanc, visiblement en fuite depuis plusieurs jours. Son regard était fatigué, mais lucide. Il lui confirma, Milo avait trahi. Soudoyé par Edgar pour détourner l'enquête anticorruption à leur profit. Tu avais raison de douter de moi, dit Léonard d'une voix basse. Et tort de me laisser seul, répliqua Clara. Ils n'avaient pas le luxe de raviver leur histoire. Il fallait agir. Avec l'aide de Victor, restés infiltrés à Télémark, et Éline. Qui croyaient en leur cause, ils préparèrent l'impensable, révéler la vérité en direct lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Télémark. Le jour J, Clara prit la parole. Calme, déterminée. L'écran géant afficha les preuves. Les extraits audio. Les visages du conseil se figèrent. Edgar tenta d'interrompre la session, mais il était trop tard. C'est alors que Léonard entra dans la salle. Appuyé sur une béquille, son badge d'agent européen visible pour tous. L'opération est terminée. Les coupables sont là. L'instant était irréel. Le silence. Total. Puis les flashs crépitèrent, les agents entrèrent. L'abîme s'était refermé sur ceux qui l'avaient creusé. Tout s'était effondré. Mais Clara, elle, était encore debout. L'arrestation d'Edgar Luthier. La chute du conseil exécutif de Télémark. La reconnaissance publique de Léonard comme agent infiltré de l'Union européenne. Tout s'était joué en moins de 24 heures. Mais le prix avait été lourd. Léonard fut placé sous protection, transféré hors du pays. Il ne restait à Clara qu'un au revoir silencieux. Un dernier regard dans le hall du commissariat. Le lien entre eux avait survécu, mais leur avenir ensemble était impossible. Sophie, virée sans explication. Milo, en cavale, recherché. Victor, démissionnaire, discret, mais vivant. Et Clara, changée. Elle refusa de retourner à son ancien poste. Télémark tenta de l'acheter avec un chèque. Elle le déchira. L'expérience l'avait brisé, mais aussi forgé. Le silence n'était plus une option. 6 mois plus tard, dans un petit bureau en périphérie de Genève, Clara Belen dirigeait une ONG dédiée à la surveillance des pratiques internes des multinationales, Veille Claire. Elle formait d'autres lanceurs d'alerte, partageait son expérience, traquait les abus. Elle n'était plus une spectatrice. Elle était devenue actrice du changement. Et dans un tiroir de son bureau, rangée avec soin, une montre connectée modifiée. Le premier symbole de sa métamorphose. Autrefois femme d'entreprise, froide et prudente. Elle était aujourd'hui une voix qu'on écoutait, une présence qu'on respectait. À travers son ONG Veille Claire, elle conseillait des employés désespérés, encadrait des enquêtes internes et témoignait dans des conférences internationales sur l'éthique en entreprise. Sa plus grande arme n'était plus l'information, mais la vérité partagée, la capacité de montrer aux autres qu'ils pouvaient aussi se dresser, même seuls. Dans les couloirs de Bruxelles, à une conférence sur la transparence économique, une journaliste lui demanda si c'était à refaire. Clara sourit, fatiguée mais fière. Je referais tout, mais différemment, plus vite, avec moins de peur. De Léonard, elle ne savait presque plus rien. Il vivait quelque part en Italie sous une fausse identité. De temps à autre, une carte postale anonyme arrivait dans sa boîte. Aucune signature. Mais elle reconnaissait son écriture. La dernière disait simplement « Je t'ai toujours protégé, même quand tu croyais le contraire ». Clara ferma les yeux, la carte entre les doigts. Elle n'était pas une héroïne. Elle était une survivante. Et désormais, elle était le guide pour ceux qui n'osaient pas encore parler. Si vous aimez les histoires fortes comme celle-ci, abonnez-vous maintenant à la chaîne Moral History. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça vous coûte rien mais ça nous fait énormément de bien. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? On adore voir d'où vous nous suivez.